La nouvelle d'un accord avec l'Iran devient progressivement publique et les détails provoquent une onde de choc dans le monde entier. Bien que le président Trump assure qu'aucun accord ne compromettra la sécurité d'Israël, des rapports israéliens affirment au contraire que Jérusalem aurait pu être totalement exclue des discussions. Alors, que se passe-t-il réellement à huis clos et comment un accord affectera-t-il l'État juif? À suivre dans Jérusalem in Minute. Bienvenue à nouveau dans Jérusalem Minute, ici sur JNS TV. Josh Aston, ici à Jérusalem avec Alex Treyman. Alex, les États-Unis et l'Iran finalisent un accord de paix. Le président Trump a publié samedi sur son réseau Truth Social qu'un accord a été largement négocié sous réserve de finalisation entre les États-Unis et la République islamique d'Iran. Le président a discuté avec la plupart des dirigeants du Moyen-Orient, notamment arabes, et s'est aussi entretenu séparément avec le premier ministre Netanyahou d'Israël. Que savons-nous de cet accord? La semaine dernière, dans l'émission, nous évoquions un retour à la guerre. Vendredi encore, tout indiquait que l'administration Trump préparait de nouvelles frappes contre l'Iran. 2 jours plus tard, il semble que nous allions vers un accord. La plupart des gens en Israël pensaient qu'un retour à la guerre était inévitable. Beaucoup pensaient que cela allait se produire pendant la fête de Shavuot, car cette guerre, presque chaque grande opération, a eu lieu lors d'une fête juive. Le 7 octobre a eu lieu pendant Simchat Torah, et là, nous pensions que peut-être la dernière offensive allait commencer à Shavuot ou qu'elle attendrait après Shavuot. Le président Trump avait dit que les Iraniens avaient jusqu'à dimanche pour parvenir à un accord. Et ce que vous voyez ici, c'est que le président des États-Unis voulait un accord et qu'il simulait une attaque militaire, allant même jusqu'à être prêt à lancer une frappe complète. Vous savez, Israël s'y préparait. Mais au final, ce qu'il voulait, c'était obtenir une sorte d'issue diplomatique à cette situation. La seule chose que Trump ne pouvait pas remettre à plus tard, c'était le détroit d'Ormuz, n'est-ce pas? Le détroit d'Ormuz a essentiellement été fermé à la suite de cette opération militaire et Trump devait rouvrir le détroit pour préserver sa crédibilité auprès de la communauté internationale. Et c'était, je pense, sa principale priorité. Et s'il pouvait rouvrir le détroit par des moyens diplomatiques, c'est ce qu'il voulait faire. Mais cet accord est-il signé? Il n'est pas signé. Est-ce la fin du chapitre ou la fin de l'histoire? Nous n'en avons aucune idée. À ma connaissance, le premier ministre Netanyahou n'a pas encore déclaré publiquement si l'accord est bon ou mauvais pour Israël. En quoi l'accord de l'administration Trump est-il différent de celui que Barack Obama, le président Obama, avait conclu en 2015? Il a clairement donné des milliards de dollars sur palette aux Iraniens. C'est différent. Mais au final, après cette guerre avec l'Iran, de quoi parle-t-on du point de vue d'Israël? Israël est-il plus en sécurité maintenant? Le régime iranien est techniquement toujours là. En quoi cela est-il différent? Il n'y a vraiment aucune comparaison possible entre tout accord que le président Trump signerait aujourd'hui et le JCPOA. Et toute personne qui essaie de faire croire que ces accords sont identiques ment effrontément. Et j'ai vu qu'il y avait une sorte de tweet de Dan Shapiro disant, vous savez, Bibi devrait maintenant parler au Congrès, non? Est-ce qu'il va venir au Congrès maintenant pour s'opposer à cet accord? Ces accords ne se ressemblent absolument pas. Et la raison pour laquelle ils ne se ressemblent absolument pas, c'est que pendant les 6 semaines de guerre qui ont précédé les 6 semaines de calme, les États-Unis bombardaient toutes les installations nucléaires iraniennes. D'accord, donc l'Iran était sur le point de développer des armes nucléaires. L'Iran n'est plus sur le point de développer des armes nucléaires. Et ce dont Donald Trump parle aussi, c'est d'un accord dans lequel les États-Unis pourraient intervenir et extraire l'uranium enrichi, qui est le matériau que l'Iran développait dans le cadre du JCPOA initial. Le JCPOA était un plan pour empêcher Israël de faire quoi que ce soit et donnait aux Iraniens le droit de construire tout ce qu'ils pouvaient, jusqu'à la dernière étape de la transformation finale de la matière nucléaire en armes. C'est un résultat très différent parce qu'il a été précédé de 6 semaines et non 6 mois de guerre intensive. En pilonnant toutes les installations nucléaires connues que l'Iran possédait, en plus des missiles balistiques, mais cela a aussi créé les conditions pour un changement de régime en Iran. Maintenant, est-ce que cela va se produire? Nous ne le savons pas. Mais dès le tout premier instant de cette guerre, Israël a éliminé le guide suprême, Khamenei. Ils ont éliminé de nombreux membres de la haute direction des gardiens de la révolution et de la défense iranienne. Est-ce une bonne affaire pour Israël?
Je pense que les Israéliens auraient préféré repartir en guerre et y étaient prêts. Ils voulaient voir l'Iran affaibli encore davantage et ils voulaient que les conditions pour un changement de régime complet progressent encore plus. Est-ce un mauvais accord pour Israël? Il faut regarder l'ensemble de la situation. Si vous saviez dès le début, et nous en avons parlé dans l'émission, que tout ce que vous alliez obtenir de Donald Trump, c'était 5 ou 6 semaines de soutien aérien massif, ce qui inclut tous les avions ravitailleurs, on parle d'environ 50 avions ravitailleurs, créant ainsi une station-service dans le ciel pour que les avions israéliens puissent être beaucoup plus efficaces dans leur frappe aérienne. De plus, les États-Unis vous donnent leur feu vert et bombardent aussi ces installations nucléaires avec des armes lourdes qu'Israël ne possède pas. Accepteriez-vous ces 6 semaines si vous saviez dès le début que c'est tout ce que vous auriez? La réponse est oui. C'était un accomplissement diplomatique majeur pour le premier ministre Netanyahou d'obtenir l'intervention des États-Unis et 6 semaines de guerre. Netanyahou espérait-il peut-être davantage? Oui, je pense qu'il espérait peut-être davantage. Est-ce l'accord qu'il souhaite? Non. Mais y a-t-il une autre émotion ici à part une immense gratitude envers le président pour ce qu'il a fait? Je pense que la priorité absolue en ce moment, c'est simplement de remercier le président Trump d'avoir donné à Israël 6 semaines pour détruire toutes ses installations nucléaires et réduire toutes les capacités de missiles balistiques. Israël est dans une position stratégique bien plus forte aujourd'hui qu'avant l'opération Epic Fury. Est-ce que tout est réglé? Non. Est-ce qu'on voit que tout n'est pas réglé? Ce n'est peut-être pas totalement abouti. Le président des États-Unis ne semble pas vouloir aller jusqu'au bout. Donc, vous savez, je dirais évidemment que leurs capacités nucléaires ont été diminuées. Et en ce qui concerne l'accord, on nous dit que les Américains vont peut-être retirer l'uranium enrichi. L'Iran, juste avant l'émission, disait en gros, vous savez, nous n'avons pas accepté cela. Le président Trump dit « Oui, l'uranium enrichi sera retiré ». En outre, une fin officielle de la guerre, la résolution de la crise dans le détroit d'Ormuz et 30 jours de négociations sur un accord plus large, avec possibilité de prolongation, selon Reuters. Non, le président Trump a toujours dit que tout tourne autour des armes nucléaires. Il veut s'assurer que l'Iran n'obtienne pas d'armes nucléaires. Cela étant dit, même si nous avons peut-être réduit leur capacité de missiles balistiques, je ne vois nulle part dans le texte de l'accord qu'il est prévu que l'Iran cesse de produire des missiles balistiques. Nous savons qu'ils peuvent atteindre des endroits en Europe de l'Ouest. Ils l'ont prouvé lors de ce dernier affrontement. Mais je veux dire, si j'étais Israël, j'exigerais que ces missiles balistiques disparaissent complètement, qu'ils fassent partie de l'accord. Et pourtant, je ne vois cela nulle part ici. Je ne crois pas qu'on puisse parvenir à un accord sur les missiles balistiques, n'est-ce pas? Parce qu'au final, on ne sait pas combien ils en ont. On ne sait pas où ils sont. Ils sont là. Vous voyez qu'ils sont tirés depuis les 4 coins du pays. L'Iran est un pays très vaste. Il n'y a pas d'accord qui vous permettra de mettre la main sur les missiles balistiques. Les missiles balistiques ne pourront être neutralisés que par des frappes militaires. Et c'est ce qui a été fait pendant 6 semaines. Vous savez, en ce moment, encore une fois, le président a essentiellement ces 2 grands objectifs. Premièrement, ouvrir le détroit d'Ormuz. Deuxièmement, récupérer l'uranium enrichi. Comment obtenir l'uranium enrichi? Eh bien, il faut aller sur place. Les Iraniens ne peuvent pas l'emporter. Seuls les États-Unis, en gros, peuvent le récupérer, même si le président Trump a aussi laissé entendre que la Chine pourrait éventuellement intervenir et le récupérer. Je ne sais pas si ce sont vraiment ceux à qui confier l'extraction de ce matériau. Il y a 2 façons d'entrer. Passez gentiment par la porte d'entrée. Vous pouvez entrer sans être sous le feu ou vous pouvez y aller avec une vaste opération des forces spéciales où vous devez déployer des forces au sol pour protéger ceux qui vont extraire le matériau nucléaire. Un plan B existait-il? Je crois qu'il y en avait un pour une opération des forces spéciales, mais Donald Trump a toujours préféré obtenir un accord officiel. Les installations nucléaires ont été frappées. Le changement de régime, vous savez, le président n'a jamais dit que le changement de régime était son objectif. Je veux dire, il a fait comprendre que ce que vous avez déjà, c'est en quelque sorte un changement de régime. Pour Israël, le changement de régime était plus important. Mais ce qui était clair, c'est que, premièrement, il ne pouvait pas réussir à faire cela seul. 6 semaines de puissance aérienne des États-Unis et d'Israël n'ont pas suffi à renverser complètement ce régime. Mais ensuite, la partie suivante, c'est que ce n'est pas parce que vous êtes à la fin d'un conflit militaire que cela signifie nécessairement que vous êtes à la fin de toute forme d'opération secrète pour aller plus loin.
déstabiliser ce régime. Et vous pourriez potentiellement voir d'autres forces comme les Irakiens, les Kurdes ou d'autres qui pourraient prendre les armes ou livrer des armes à l'intérieur du pays, afin que le peuple iranien lui-même descende dans la rue pour essayer de reprendre son pays aux gardiens de la révolution? Alex, en même temps, nous avons des dirigeants républicains de premier plan. Nous avons le sénateur Lindsey Graham qui dit que l'accord est une catastrophe pour Israël. J'ai entendu le sénateur Ted Cruz s'exprimer contre cela. Mike Pompeo, ex-secrétaire d'État, ainsi que d'autres grandes figures du Parti républicain, s'opposent à l'accord. Pensez-vous que leurs points de vue influenceront le président Trump d'une manière ou d'une autre? Ou bien est-ce que nous avons déjà dépassé ce stade? Ce n'est pas le cas. Le président a déjà tenu compte de ses avis. Suis-je en désaccord avec Lindsey Graham ou Mike Pompeo? Non, je pense qu'on peut être d'accord. Et il est certain que ce que recherchaient les Iraniens, c'était une voie négociée pour sortir de cette situation, c'est-à-dire une logique de survie. Là, vous savez, ils cherchent la fin du conflit. C'est aussi un moyen de préserver leur relais terroriste au Liban, le Hezbollah. Vous savez, ils cherchent à se préserver. Leur issue, c'est la négociation. Et les Iraniens ont, je pense, très, très bien joué le jeu. C'est-à-dire, vous savez, faire semblant d'avancer. D'accord, on va négocier. D'accord, on se retire. D'accord, on va négocier. On se retire. À chaque fois, ils testent la volonté du président des États-Unis et au final, le président des États-Unis dit « Écoutez, j'ai mes propres considérations intérieures. Je ne veux pas arriver aux élections de mi-mandat avec une guerre en cours. » Il veut juste que le détroit d'Ormuz reste ouvert pour le moment. Et si les Iraniens vont lui accorder cela, et c'est aussi dans leur intérêt de le faire parce qu'ils ont fermé le détroit d'Ormuz et que les États-Unis imposent un blocus par-dessus cela. Donc, vous savez, cela nuit économiquement aux Iraniens. Je pense que le président montre juste ici ce qu'il voulait. Mais encore une fois, Israël doit être très satisfait de l'amélioration de sa position depuis avant l'opération Epic Fury jusqu'à aujourd'hui. Alex, la nuit dernière, le premier ministre Netanyahou a réuni les dirigeants des partis de la coalition pour discuter de l'accord. Encore une fois, une source anonyme de la chaîne 12 rapporte que les chefs de la coalition jugent l'accord très mauvais pour Israël. Néanmoins, tout le monde insiste ici, malgré les rapports des médias, sur le fait qu'il n'y a aucune divergence entre le premier ministre Netanyahou et le président Trump. Depuis des semaines, certains affirment qu'il existe des divergences entre les deux dirigeants. En même temps, Axios rapporte que des responsables israéliens disent que Netanyahou est en fait très préoccupé par l'accord potentiel et il a exhorté Trump à lancer une nouvelle série de frappes. Ces infos proviennent de sources anonymes, donc à prendre avec précaution, mais elles circulent. Oui, je pense que c'est vraiment important. Vous savez que ces articles, la chaîne 12, Reuters, Axios, font partie de ce réseau de médias à sources anonymes, qui sont des médias anti-Netanyahou, anti-Trump. Ce que les médias israéliens vont essayer de faire aujourd'hui, c'est de démontrer que c'est un accord terrible et aussi de diffuser aussi largement que possible que le premier ministre Netanyahou n'est pas satisfait de cet accord. Quel est l'intérêt de cela? Le but de cela, c'est que Trump devrait regarder ce que rapportent les médias israéliens et se dire, vous savez, Netanyahou est ingrat, vous savez pourquoi est-il contre cet accord? Nous en parlions. Mais je pense que le président Trump comprend quelle est la situation dans les médias. Il comprend ce que sont ces sources anonymes, de quoi il s'agit, pourquoi Axios, la chaîne 12 et d'autres les mettent en avant. Le président et le premier ministre sont en contact régulier. Vous savez le titre du New York Times qui dit essentiellement que Netanyahou a été mis à l'écart ici. Je ne crois pas qu'il ait été mis à l'écart. S'agit-il de négociations entre les États-Unis et l'Iran? Oui, Israël ne fait pas partie des négociations à proprement parler. Ils ne sont pas à la table. Mais y a-t-il eu une quelconque surprise ici? Non. Le président envisageait-il sérieusement un éventuel retour à l'action militaire? Oui, il y pensait sérieusement. Il envisageait un retour à l'action militaire et Israël s'y préparait sans autre choix. Le Premier ministre a toujours dit que la seule façon de négocier avec les Iraniens, c'est sous le feu. Trump a dit que nous ne devions pas négocier avec eux sous le feu, mais sous la menace d'une reprise immédiate des hostilités. Et donc, je crois que c'est cette menace d'un retour à l'action militaire qui a potentiellement poussé les Iraniens à agir, à se rendre compte qu'il ferait mieux d'ouvrir le détroit d'Ormuz et d'être prêt à discuter de l'uranium enrichi.
Bien sûr, comme nous le notons ici, aucun accord n'a été signé. D'accord. Et cela ne veut pas dire que le président sera satisfait de l'état des négociations à la fin des 30 jours. En fait, je dirais qu'il est fort probable que les Iraniens ne négocient pas de bonne foi, parce que les Iraniens, ce régime, ne négocie pas de bonne foi. Ils ne l'ont jamais fait. Le président devrait le comprendre, mais il a visiblement ses propres raisons. Ce n'est donc pas la fin de la guerre. Si le président accorde encore 30 jours, ressaisissez-vous et cherchons une solution. Cela peut être la fin de la guerre, cela peut ne pas être la fin de la guerre, mais ce que nous pouvons dire, et c'est certainement la perspective iranienne à ce sujet, plus l'intervalle entre les frappes militaires est long, moins il est probable que les États-Unis reviennent à une action cinétique. Je pense que c'est clair. Les chances d'une nouvelle frappe diminuent nettement dans ce contexte. Cela signifie-t-il que la porte est fermée? Non. Écoutez, nous avons vu qu'il y a eu cette guerre de 12 jours en juin de l'année précédente. Et ensuite, il y a eu une grande pause, puis il y a eu l'opération Epic Fury. Vous savez, si Israël et les États-Unis constatent qu'en 30 jours de calme, tout à coup, l'Iran redéveloppe ses capacités de missiles balistiques, qu'il localise d'autres sources, peut-être inconnues, d'uranium enrichi, de plutonium dont personne ne parle. Apparemment, il y a suffisamment de plutonium en Iran pour parvenir à une sorte d'arme nucléaire. S'il détermine qu'il existe une sorte d'installation secrète dont il n'avait pas connaissance auparavant, qui n'a pas été touchée lors des frappes précédentes. Si vous voyez l'Iran adopter un comportement de plus en plus belliqueux, pourriez-vous en arriver à une nouvelle opération militaire? Absolument, c'est possible. À ce moment, lors de l'enregistrement, le Premier ministre Netanyahou a Pas encore pris la parole. Nous devons l'entendre, ainsi que d'autres dirigeants israéliens. Cela a été assez calme ces 12 dernières heures. Et Netanyahou sera probablement obligé, à un moment donné bientôt, aujourd'hui ou demain, de s'adresser à la nation au sujet de cet accord. Principalement parce qu'on entre dans une période électorale. Nous avons vu avec le cessez-le-feu immédiat après les 6 semaines de l'opération Epic Fury que le chef de l'opposition, Yair Lapid, est passé à la télévision nationale qualifiant le cessez-le-feu du pire échec diplomatique de l'histoire du pays. Donc, tous les médias vont essayer de se rallier à l'idée que c'est une défaite majeure pour Netanyahou. Et Netanyahou va devoir essayer de sauver la face dans cette affaire. Donc, il va passer à la télévision et il va essayer d'expliquer pourquoi ce n'est pas un échec diplomatique majeur et pourquoi Israël et les États-Unis ont atteint les objectifs qu'ils s'étaient fixés au début de l'opération. Où se trouve la réponse? Quelque part entre toutes ces versions. Alex, d'après ce que je comprends aussi, cet accord inclut le Liban, le Hezbollah bien sûr et le bras armé du régime iranien. Peut-on s'attendre à ce que le Liban, ou plutôt le Hezbollah, respecte cet accord? Jusqu'à présent, là encore, il y a eu un cessez-le-feu. Pourtant, le Hezbollah continue de tirer sur Israël, d'attaquer des soldats israéliens, des positions israéliennes. Ils utilisent ces drones kamikazes. 9 soldats auraient été tués dans ces frappes de drones au Liban depuis le début de ce soi-disant cessez-le-feu, si je ne me trompe pas. Mais ils en feraient partie, d'après ce que je comprends. La partie libanaise de l'accord. Mais Israël conserve, d'après ce que nous avons vu jusqu'à présent, le droit de riposter contre le Hezbollah si le Hezbollah mène des attaques ou s'ils effectuent des mouvements pouvant menacer Israël. Si le Hezbollah décide de cesser les hostilités, alors Israël respectera également les termes de l'accord de cessez-le-feu. Et il contrôle une grande partie du territoire dans le sud du Liban. Je ne crois pas encore avoir vu de rapport indiquant qu'Israël sera contraint de se retirer du territoire qu'il contrôle actuellement dans le cadre du cessez-le-feu, seulement qu'il cessera de mener des attaques. Le Premier ministre souhaite certainement voir la fin des attaques contre Israël de la part du Hezbollah. Si vous pouvez y parvenir par un accord négocié, le Premier ministre l'a aussi suggéré, comme avec Trump et l'Iran. Le Premier ministre a essentiellement envoyé de nombreux signaux indiquant qu'il préférerait parvenir à une situation de calme avec le Hezbollah par le biais d'un accord négocié. C'est pourquoi vous voyez Israël participer à ces discussions menées sous l'égide des États-Unis avec le gouvernement libanais. Vous savez, mais encore une fois, rien n'est signé. Nous ne savons pas ce que l'ennemi va faire. Vous savez s'ils vont respecter leurs accords. Vous savez, pourraient-ils les respecter? Il y a une possibilité qu'ils maintiennent le calme. Y a-t-il une possibilité tout aussi grande qu'ils ne respectent pas les accords? Eh bien, absolument. Il y a une forte possibilité qu'aucune des deux parties ne respecte les accords
et que le Liban ou l'Iran ne tiennent pas ces engagements. Et si c'est le cas, vous savez, il y a alors de fortes chances que l'on assiste à un retour à l'action militaire. Comme durant cette guerre, il y a ces débuts et arrêts constants. On commence puis on arrête à Gaza. On va au Liban, ça commence au Liban, on arrête, on retourne à Gaza. D'accord, tout est en pause maintenant. Maintenant, on frappe les Houthis. D'accord, on a fini de frapper les Houthis. Maintenant, on est de retour au Liban. D'accord, on arrête. Maintenant, nous avons une reprise des opérations à Gaza. D'accord, maintenant, nous avons 6 semaines de guerre contre l'Iran. Donc, il y a clairement des débuts, des arrêts. On n'est peut-être pas à la fin de l'histoire. Comme je l'ai dit, les Israéliens sont le peuple le plus résilient et beaucoup de personnes à qui j'ai parlé ont dit qu'elles sont prêtes à rester dans les abris anti-bombes pendant 1 mois de plus, si c'est ce qu'il faut pour en finir avec l'Iran. Nous nous dirigeons de nouveau vers ce possible cessez-le-feu. Les Israéliens étaient tout à fait prêts à retourner dans les abris anti-bombes, c'est certain. Il y a beaucoup d'Israéliens ici qui sont déçus. Et cela montre simplement où en sont l'état d'esprit et la mentalité des Israéliens, que le pays devient de plus en plus belliciste, n'est-ce pas? Dans le passé, on aurait vu beaucoup plus d'appels au cessez-le-feu, vous savez, pour sortir de la guerre. On ne voit pas ça, d'ailleurs. Vous savez, il y avait un petit mouvement anti-guerre qui commençait à émerger, mais c'était uniquement à la suite de l'accord sur les otages, parce que le mouvement anti-guerre était en fait le mouvement pour ramener les otages. Mais ils ont vu que tout cela n'était en réalité qu'un mouvement anti-Netanyahou, mais ils ont constaté que le mouvement contre la guerre n'avait pas de soutien dans les sondages, ni d'effet sur le public israélien qui soutenait la guerre. Ils ont donc cessé de manifester. D'accord. Donc les Israéliens, ils auraient été prêts, et je pense même très prêts, à voir Israël et les États-Unis aller jusqu'au bout. Mais vous savez, je ne crois pas qu'Israël devrait s'attendre à pouvoir convaincre le président des États-Unis de ce qu'il doit faire. Il a compris que c'était dans son intérêt, dans l'intérêt des États-Unis d'Amérique et de tous les alliés de l'Amérique, de détruire ces installations nucléaires en Iran. Mais le président peut finalement décider qu'il est le leader du monde libre, de la première superpuissance. Israël est une puissance émergente. Mais comme l'a dit le président, les États-Unis sont le grand frère. Israël est le petit frère. Les États-Unis sont le partenaire principal. Israël est le partenaire junior. Alex, quoi qu'il arrive, l'armée israélienne dit qu'elle est prête sur tous les fronts, prête à toute éventualité. Le chef d'état-major israélien, le lieutenant-général Eyal Zamir, a affirmé cette semaine au commandant de division que l'armée est à son niveau d'alerte maximal et prête à toute escalade sur tous les fronts. Il ne prend donc aucun risque. Il a dit cela mercredi. Oui. Et je crois qu'il y avait une très forte probabilité que le président Trump aurait pu dire « D'accord, nous n'arrivons pas à un accord, nous devons revenir ». Et je pense que pour le président, la seule façon d'obtenir cet accord, ou il pensait que la seule façon d'obtenir l'accord qu'il voulait, c'était s'il y avait une menace très, très réelle d'action militaire. Et c'est pourquoi vous avez Zamir qui dit au commandant de division que l'armée est à son plus haut niveau d'alerte et prête à une éventuelle escalade. Israël était prêt à intervenir. Alex, ça concerne encore l'Iran. Pour changer un peu, des rapports dans le New York Post ce week-end indiquent qu'il y avait un complot iranien pour assassiner Ivanka Trump, la fille aînée, fille du président Donald Trump, qui est juive d'ailleurs. Vous devriez le savoir. Oui, elle s'est convertie. Jessie s'est convertie au judaïsme et est visée par un complot d'assassinat iranien. Selon le New York Post, des coups de feu ont éclaté devant la Maison-Blanche au même moment, hier soir. Je ne sais pas si ces deux choses sont liées, mais d'après ce que je comprends, le président n'a pas assisté au mariage de son propre fils. Il est revenu à la Maison-Blanche un samedi avec tout son entourage. Soudain, des coups de feu retentissent. On apprend aussi qu'un complot iranien vise Ivanka Trump. Je ne dis pas que tout est forcément lié, mais les événements s'enchaînent très vite et intensément à Washington. Je veux dire, Don Jr. s'est marié ce week-end et le président n'y est pas allé. Le mariage devait avoir lieu, une petite cérémonie familiale aux Bahamas. Et vous savez, il est assez évident que le Secret Service ne pensait pas forcément pouvoir protéger le président des États-Unis lors d'un événement de ce genre. Vous savez, peut-être que s'il l'avait organisé à Mar-a-Lago, alors le président aurait pu y assister. Parce que le Secret Service ont, vous savez, tous les plans pour assurer la sécurité à Mar-a-Lago. Même si nous avons eu cette tentative d'assassinat où un homme se cachait dans les buissons pendant que le président Trump jouait au golf.
C'était il y a presque un an. C'est très dangereux d'être le président des États-Unis en ce moment. C'est très dangereux, vous savez, de la part de l'Iran comme du terrorisme, aussi du côté des tireurs isolés, des Américains fous et dérangés qui sont, vous savez, anti-Trump ou pro-ci ou pro-ça. Situation très dangereuse. Mais ici, dans ce complot pour tuer Ivanka Trump, je veux dire, le New York Post a identifié Muhammad Bakir Saad Daoud al-Saadi, un commandant de milice de 32 ans du Kataib Hezbollah en Irak et un agent du corps des gardiens de la révolution islamique iranienne. Il a été arrêté la semaine dernière et, vous savez, inculpé apparemment pour plusieurs attaques récentes contre des cibles juives en Europe et en Amérique du Nord. Donc, vous savez, c'est sérieux. Et c'est ainsi que l'Iran cherchait potentiellement à se venger du président Trump pour ces 6 semaines d'attaques et pour avoir éliminé l'ayatollah Khamenei. Donc, vous savez, c'est ce dont Israël et les États-Unis se sont toujours inquiétés. Vous savez, l'Iran a ses cellules terroristes partout dans le monde libre, en Europe, en Amérique du Sud et même potentiellement à l'intérieur des États-Unis, et il pourrait activer ces cellules terroristes. On ignore encore qui était le tireur d'hier soir. Il a été tué après de nombreux coups de feu devant la Maison-Blanche. Cette semaine, une nouvelle flottille anti-Israël a prétendu vouloir aller à Gaza pour l'humanitaire, mais c'était surtout une croisière bien arrosée, je dirais même un bateau de fête. Tous ces faux activistes se réunissent. Au fond, ce qui les rassemble vraiment, c'est leur haine d'Israël. Donc, cela a vraiment été bien géré, je dirais, par Tsahal et la marine israélienne qui sont intervenus, ont arrêté les bateaux et capturé tous ceux qui étaient à bord, les amenant sur la côte israélienne. Et ensuite, après cela, il y a eu le ministre Itamar Ben-Gvir qu'on a vu à l'intérieur, je suppose, d'un hangar où les activistes de la flottille étaient détenus. Il s'est moqué des prisonniers en brandissant des drapeaux israéliens. La communauté internationale a alors vivement réagi contre Itamar Ben-Gvir. Vous avez la France qui a décidé que le ministre de la Sécurité nationale Ben-Gvir était interdit d'entrer dans leur pays. Vous avez la Pologne qui a fait la même chose. Tous ces pays deviennent fous, même les États-Unis, l'ambassadeur Huckabee disant que les actions de Ben-Gvir étaient méprisables. Évidemment, la flottille a dit que c'était une manœuvre stupide, mais Ben-Gvir a trahi la dignité de sa nation. Même notre gouvernement, le bureau du Premier ministre, qualifie l'acte de Ben-Gvir de stupide. Tu sais, c'était déplacé. Donc, tu sais, d'un côté, c'est clairement le cas. Tu sais, Ben-Gvir a fait ça, c'était idiot, c'était un coup médiatique et tout ça. Mais les gens se focalisent là-dessus au lieu de se concentrer sur les terroristes de la flottille qui, je crois, venaient de Turquie. Je veux dire, et en utilisant, tu sais, la mise en scène à la Hollywood, en créant ces scènes comme s'ils étaient blessés. Tous ces rapports que j'ai vus sur les réseaux sociaux disant que les prisonniers ont été violés par des soldats de Tsahal, et ces mensonges ne cessent de circuler encore et encore. Donc c'était une grande catastrophe de relations publiques, je suppose, si tu veux, contre l'État d'Israël. Peut-être qu'on aurait pu faire les choses différemment. Nous avons expulsé tous ces prisonniers de la flottille. Ben-Gvir arrive et ensuite aggrave la situation, on pourrait dire, en créant un autre coup médiatique, ajoutant encore de l'huile sur le feu. En ce qui concerne cela, je dirais ces manigances de la part de ces soi-disant humanitaires de la flottille. Oui, je sais, vous savez, je viens juste de rentrer des États-Unis et beaucoup de gens, même ceux qui soutiennent le gouvernement, n'aiment pas les pitreries et les déclarations d'Itamar Ben-Gvir. Est-ce que vous avez vu ces scènes avec les militants de la flottille qui ont été arrêtés? Ils diffusaient Hatikva dans la pièce. Ben-Gvir leur collait presque au visage en criant « Am Yisrael Chai », comme s'ils comprenaient même ce que cela signifie. Il leur crie dessus en hébreu, mais ils ne comprennent pas car ils ne parlent pas anglais et eux ne parlent pas hébreu puisqu'ils ne sont pas israéliens. Vous savez, mais au bout du compte, c'était une mise en scène. C'était un coup de théâtre à une bien plus petite échelle que la mise en scène que constituent les flottilles elles-mêmes qui, vous savez, forcent Israël. Je ne sais même pas si on sait combien tout cela coûte au total. Vous savez combien ça coûte à l'État d'Israël à chaque fois d'envoyer la marine au milieu des eaux internationales de la Méditerranée, d'envoyer tous vos meilleurs commandos de marine pour aller intercepter ces flottilles. Et ensuite, il faut mettre en place tout le système. Puis il faut les expulser et les renvoyer par avion chez eux. Lui donner un sandwich, peut-être? Oui, je veux dire, en Israël, un sandwich coûte cher. Tu sais combien ça coûte ici? Mais tu sais, je pense que ce que Ben-Gvir a fait,
Finalement, il s'avère que ce n'est pas utile. Mais je suis un peu déçu de voir le gouvernement israélien, tu sais, publier des déclarations disant que c'est déplacé, de voir l'ambassadeur Huckabee prendre la parole et dire que c'est méprisable. Regardons la situation. Je veux dire, ces personnes-là, ce ne sont pas seulement des criminels. Je veux dire, c'est comme une force militaire étrangère qui fait une mise en scène dangereuse, tu sais, qui vise à délégitimer Israël. Ce sont vos ennemis. Et la moquerie fait partie de la guerre. Ils essaient de se moquer d'Israël. Tu sais, c'est pour ça que Greta Thunberg et tous les autres étaient sur les précédentes flottilles ici. Et là, tu as Ben Gvir qui se moque simplement d'eux. D'accord. Genre, est-ce que c'est lui le méchant de l'histoire? Non, ce n'est pas le méchant de l'histoire. Tu sais, il essaie juste de se moquer d'eux. Et l'autre aspect, c'est que c'est la période des élections. Penses-tu que la plupart des Israéliens veulent que les militants de la flottille soient traités avec dignité et respect lorsqu'ils arrivent sur les côtes d'Israël? Non, les Israéliens regardent Ben Gvir en disant « Regardez, c'est lui qui a le cran d'aller dire à ces gens en face ce que nous voulons tous leur dire en face. » Tu sais, donc, et je pense qu'en fait, cela a créé un incident diplomatique encore plus important quand le premier ministre et l'ambassadeur des États-Unis sont venus et ont dit quoi que ce soit à ce sujet. Je veux dire, ils devraient l'être, même s'ils n'aiment pas ça, et même s'ils ne veulent plus jamais que Ben Gvir fasse ça, et ils peuvent lui dire à huis clos ou lors d'une réunion du cabinet, tu sais, genre, ne fais pas ça, tu nous causes des problèmes, on ne veut pas voir ça, ne le fais tout simplement pas. Ce n'est pas comme ça que ce gouvernement va mener ses actions. Tu dois quand même soutenir ton ministre et tu ne peux pas le transformer en méchant dans cette histoire. Toute l'histoire a été retournée. Les méchants, ce sont ceux qui sont sur la flottille, pas Itamar Ben Gvir. Oui, maintenant, ce sont des terroristes. Ce sont des terroristes. Tu sais, le Hamas est impliqué là-dedans. Des pierres et des épées. C'est sûr, ce sont des provocateurs, des terroristes. Et tu sais, d'ailleurs, il faut aussi préciser que lorsque ces gens de la flottille sont arrivés en Espagne, ces vidéos ont circulé pendant le week-end, la police espagnole les frappait. J'ignore la cause de ces passages à tabac, mais ils étaient frappés très violemment. Ces passages à tabac quand ils sont revenus en Espagne. D'accord, très bien. Mais il y avait ces vidéos, mais il n'y avait vraiment personne pour crier que le gouvernement espagnol les traitait brutalement. Ils étaient trop préoccupés par Ben Gvir. Et quand ils se faisaient vraiment battre là-bas, en Espagne, personne n'a dit un mot. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, provoque ensuite les Espagnols. Oui, on s'attend à avoir, vous savez, on attend une explication du gouvernement espagnol sur pourquoi ils font cela. Maintenant, en ce qui concerne Israël, ils devraient être très heureux que ces pays mettent une raclée à ces terroristes de la flottille. La communauté internationale devrait en faire bien plus pour intercepter ces flottilles. Pourquoi attend-elle qu'Israël s'en charge? Il devrait aller dans les eaux internationales et intercepter ces flottilles parce que ces gens viennent de leur pays, non? Ce n'est pas comme si c'était une action israélienne, vous voyez, une action israélienne ici. Donc, bien sûr, le gouvernement espagnol ne donnera aucune explication et en même temps, il ne devrait pas y avoir de condamnation d'autres gouvernements concernant la façon dont Israël mène ses actions avec les anarchistes de la flottille ici. Quelle hypocrisie. Imaginez si nous les battions réellement, si Ben Gvir arrivait et commençait à frapper ces gens, ou si son entourage commençait à frapper ces gens. Et il ne les frappait pas. Toi et moi, et j'ai d'ailleurs eu une conversation avec quelques conseillers du Premier ministre à ce sujet. Et tu sais, ils étaient peut-être contrariés que j'en parle. Ils ont dit « Comment justifies-tu ce comportement ?» J'ai répondu « Personne ne justifie ce comportement. » Maintenant, Itamar Ben Gvir, pourquoi fait-il cela? Parce que c'est la saison électorale ici. Tu sais, il cherche à obtenir le plus de voix possible lors des prochaines élections israéliennes. En fait, il est plutôt bien placé dans les sondages. Il obtiendra probablement 8 sièges à lui seul lors de la prochaine élection. Donc, sa popularité grandit dans le pays grâce à ce genre de coup d'éclat. Il faut comprendre cela dans son contexte, c'est-à-dire que nous entrons en période électorale. Encore une fois, tu sais, j'ai simplement dit « Tu dois défendre ton ministre ici ». Tu ne peux pas, parce que si tu sors du rang et que tu transformes ton propre ministre en méchant, alors tu invites toute la communauté internationale à faire de même. Et c'est ce qu'ils ont fait. Absolument. Oui, ils l'ont absolument fait. Et en parlant d'élections, Alex, cette semaine, un projet de loi a été approuvé pour dissoudre la Knesset. Nous entrons presque officiellement en période électorale.
Mercredi dernier, la Knesset a adopté en première lecture un projet de loi pour dissoudre la 25e Knesset, 110 députés de la coalition comme de l'opposition ayant voté pour, lançant ainsi le processus vers d'éventuelles élections anticipées. Encore une fois, les élections doivent avoir lieu d'ici octobre, donc si nous entrons en période électorale, peut-être dans la semaine qui vient, on parle de septembre, voire août, eh bien, Nous sommes déjà en période électorale, non? cela rend la chose officielle. Tu sais, comme quand tu conduis sur les autoroutes, tu vois déjà des panneaux publicitaires, tu sais, pour Naftali Bennett, qui disent que le pays veut que Bennett soit son premier ministre. Et je pense que c'est ce que Bennett veut. Même si, oui, peu importe, Bennett semble clairement diriger le deuxième ou le troisième plus grand parti en ce moment. Mais en gros, tu es déjà en pleine saison électorale. Donc, ce que cela permet de faire, c'est d'arracher le pansement et d'arriver aux élections un peu plus tôt, ce qui, honnêtement, serait plus sain pour Israël parce qu'une saison électorale prolongée va être toxique en Israël. Tu sais, comme nous en avons discuté plus en détail dans l'émission la semaine dernière, il n'y a pas vraiment de programme ici. Nous ne parlons pas de la façon dont la guerre devrait être menée. Tu sais, tout tourne autour de la personnalité et des campagnes de diffamation, n'est-ce pas? D'un côté, tout le monde dans l'opposition s'en prend au caractère de Netanyahou et dit qu'il doit partir. Tu sais, à droite, il va y avoir beaucoup de campagnes de diffamation contre Bennett et Lapid. Et puis, il y a une campagne de dénigrement encore plus virulente dans les franges politiques ici, c'est-à-dire, tu sais, qui sont les partenaires potentiels de coalition du côté droit avec Netanyahou, ce sont les Haredim, tu sais. Et les ultra-orthodoxes. Et le pays porte un regard très négatif sur ce groupe en ce moment. Et peut-être à juste titre, en raison de leur refus de servir dans l'armée et, vous savez, d'assumer leur part du fardeau du service militaire. Ou du côté gauche, du côté de l'opposition, qu'ils le feront. Ils seront tout à fait prêts à s'allier aux partis arabes afin de former un gouvernement capable d'évincer Netanyahou du pouvoir. Donc, ce sont les seules questions sur lesquelles les gens votent. Oui, Netanyahou, non, Netanyahou. Netanyahou plus Haredim plus ultra-orthodoxe d'un côté, la gauche plus les Arabes de l'autre côté. Ce sont les questions sur lesquelles les gens votent et réfléchissent. Et donc, tout le discours politique est axé sur la promotion de cette haine de l'autre. Et donc, l'idée que l'on puisse maintenant simplement en finir plus vite, je ne pense pas que les votes de qui que ce soit vont changer entre maintenant et octobre. Alors, autant le faire plus tôt et arriver à un nouveau gouvernement le plus rapidement possible. Je suis d'accord. Il faut organiser les élections rapidement. La situation devient trop toxique, c'est dommage. Et au final, tu sais, ce sera intéressant de voir quel type d'offre, disons, qu'un gouvernement Bennett ou de gauche ou centre-gauche, quel type d'accord ils seraient prêts à proposer aux Haredim pour les rejoindre, ce qui est vraiment peu probable. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas conclure un accord avec les Haredim pour les rejoindre. Je veux dire, ils font campagne. Ils font campagne. Mais à la fin de la journée, malheureusement, tu sais, comme on l'a vu pendant les années Oslo, les Haredim étaient prêts à s'allier à un gouvernement de gauche parce qu'ils étaient prêts à financer les yeshivas. C'est ça. Parce que, tu sais, les Haredim, les ultra-orthodoxes, même s'ils siègent avec la droite, c'est leur famille politique naturelle, car la droite réunit des personnes plus traditionnelles religieusement. En plus, tu sais, il y a ces religieux nationaux, tu sais, ceux qu'on appelle les colons, ceux qui vivent en Judée et Samarie, eux, ils sont très religieux. Donc, ça a beaucoup plus de sens. C'est un cadre politique bien plus adapté pour eux d'être avec des personnes traditionnelles et religieuses que d'être avec des anti-religieux et des laïcs. Mais en ce qui concerne Oslo, les questions palestiniennes et d'autres sujets, les ultra-orthodoxes ne sont pas forcément aussi à droite. Exactement. Et aussi, comme tu l'as noté, ils sont en fait socialistes. Ils veulent recevoir des aides. Donc, ils accepteront des aides de n'importe quel camp ou de celui qui leur propose le meilleur accord, n'est-ce pas? Mais comme les laïcs ont été tellement toxiques et négatifs envers les ultra-orthodoxes, ils ont créé une situation où les ultra-orthodoxes ne peuvent pas gouverner avec eux. Maintenant, ce que je trouve plus intéressant, c'est que Netanyahou gouvernerait avec les ultra-orthodoxes comme il l'a fait dans ce dernier gouvernement. Et vous savez, pour lui qui est, vous savez, au sommet de ce système politique. Vous savez, c'est un animal politique et il sait qu'en réalité, gouverner avec les Haredim est plus stable parce qu'ils posent leurs conditions sur la table dès le début.
Vous savez, ils veulent des financements pour leur yeshiva. Ils veulent certaines choses. Et si Netanyahou peut leur offrir cela, alors ils seront des membres de coalition stable. Et c'est finalement ce que veut Netanyahou. Il veut une coalition stable. Si Netanyahou et ses partenaires de coalition du gouvernement actuel obtiennent 61, 62, 65 sièges lors des prochaines élections, on pourrait imaginer une situation où un Bennett, un Eisenkot ou un Benny Gantz viennent dire « Vous savez quoi? Pour le bien du pays, nous irons vers Netanyahou et nous siégerons sous sa direction, soit en tant que second rôle, soit dans le cadre d'un accord de rotation. » Et je crois qu'il est possible que Netanyahou, qui a traditionnellement préféré gouverner depuis le centre, qui lui-même est un peu centriste, soit prêt à négocier et à former une sorte de gouvernement d'unité nationale, comme il l'appellerait, qui inclurait des partis de la droite ainsi que du centre-gauche. Et laisser les Haredim en dehors du gouvernement, je pense qu'il y a beaucoup d'Israéliens, aussi bien à gauche qu'à droite, qui ne veulent pas voir les ultra-orthodoxes dans le gouvernement, quelle que soit la coalition politique. Donc non, la gauche ne siégera pas avec eux, mais il est même possible que Netanyahou ne siège pas avec eux non plus. Mais la seule façon que cela arrive, c'est si Netanyahou peut former un gouvernement sans la gauche et sans l'opposition. C'est la seule chance. Parce que si Netanyahou et le gouvernement actuel, qui inclut les ultra-orthodoxes, s'ils obtenaient 58 ou 59 sièges, pas assez pour une majorité, alors il n'y a aucune chance que quelqu'un à gauche fasse quoi que ce soit pour soutenir Netanyahou, même une minute de plus. À suivre, et je suis sûr que nous en parlerons beaucoup dans les semaines et les mois à venir, alors que nous nous dirigeons vers les élections. Peut-être que d'ici la semaine prochaine, ce sera officiel, et nous verrons ce qui se passera. Que le vote a passé sa lecture préliminaire, et cela arrive souvent avec les votes, il passe la première lecture, ensuite il doit y avoir une période de temps avant la deuxième et la troisième lecture. La deuxième et la troisième lecture peuvent se tenir le même jour, donc il va y avoir une période de temps maintenant, probablement plusieurs semaines avant que ces prochaines lectures ne soient soumises à la Knesset. Et les choses peuvent beaucoup changer, vous savez. L'accord des membres de la coalition pour voter la première lecture n'inscrit rien dans la loi ni ne déclenche d'élection. Il reste la deuxième et la troisième lecture à effectuer. C'est exact. Le véritable décideur ici, c'est Netanyahou. Veut-il des élections anticipées et pense-t-il en tirer profit? Comment cela pourrait-il l'avantager? Eh bien, si cela laisse moins de temps à son opposition pour s'organiser, si cela laisse moins de temps, vous savez, à d'autres candidats qui ne sont peut-être pas encore présents ou annoncés comme candidats pour s'organiser, obtenir des financements et faire campagne. Peut-être que, dans ce cas, il a intérêt à organiser des élections anticipées. Vous savez, s'il pense qu'il en a fini avec l'opération militaire maintenant et qu'il n'y aura plus de conflits, que Gaza est calme, que le Liban est calme, que l'Iran est calme, parfait. Maintenant, allons aux élections. S'il croit qu'il y a une possibilité que la guerre reprenne dans les mois à venir et qu'il a besoin de cette période de stabilité, avec Trump jusqu'à la fin octobre, alors il pourrait dire aux membres de son parti dans la coalition de ne pas soutenir des élections anticipées. Nous allons organiser cette élection comme prévu à la fin du mois d'octobre. Restez à l'écoute, la suite arrive. Josh Aston ici, correspondant pour JNS News avec Alex Treyman, PDG de JNS. C'est Jérusalem Minute. Nous sommes au JNS Media Hub à Jérusalem, la capitale éternelle de l'État d'Israël et du peuple juif. Je veux saluer les personnes en coulisses ici qui rendent tout cela possible sur JNS TV. Donnez-nous un super merci, abonnez-vous. Et allez aussi sur jns.org pour les dernières nouvelles d'Israël, du Moyen-Orient et du monde juif entier. On se retrouve la semaine prochaine ici sur Jérusalem Minute, uniquement sur JNS TV.